Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Vous voyez, je ne suis pas prévue au programme, mais j'ai le grand plaisir, mon nom est Caroline Fischer, professeure à l'Université de Pau, de coordonner le programme de l'université et de vous présenter mon collègue Jacques Lecacheux qui ouvrira en quelque sorte le bal de cette année puisque l'université est partenaire depuis le début et tous les ans de cette magnifique manifestation que sont les idées mènent le monde. Et cette année, le sujet Nos raisons d'espérer a particulièrement parlé à mes collègues parce que à l'université, des raisons d'espérer, nous en avons beaucoup. Déjà, pratiquement tous les jours, nous sommes confrontés à nos étudiants et étudiantes et bien sûr, nous espérons pouvoir leur transmettre des savoirs, des compétences et l'envie de réussir dans leur vie, dans nos recherches à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Évidemment, nous espérons faire avancer les choses, ce qui ne marche pas à tous les coups, mais quand même assez souvent. Mais vous êtes venus pour écouter Jacques Lecacheux, à qui je laisse la parole. Merci encore d'être venus. Merci Caroline. Bonsoir. Donc, alors moi, je vais évidemment parler de raisons d'espérer, mais vous allez voir quand même que il y a peut-être plus de raisons de ne pas espérer que de raisons d'espérer, mais on va quand même terminer en essayant d'en identifier quelques-unes. Donc, je vais traiter un thème qui ressemble un peu à celui que j'avais traité l'année dernière, mais pas tout à fait. Donc, j'espère que parmi vous, il n'y en a pas trop qui m'ont écouté l'année dernière. Je ne vais pas radoter quand même, parce que Caroline a parlé de la recherche. Quand on fait de la recherche, évidemment, on a tendance à creuser les sujets. Et donc, on peut creuser plusieurs années de suite un certain nombre de sujets. Et donc, parmi les sujets sur lesquels je travaille en ce moment et ce que j'essaie de creuser, il y a cette question de l'agriculture et de l'alimentation, et notamment ce que j'ai intitulé « De la ferme à la fourchette ». Alors pourquoi de la ferme à la fourchette? Certains d'entre vous le savent peut-être, c'est en fait le titre de la stratégie européenne pour l'alimentation et l'agriculture, hein, « From Farm to Fork » en anglais, et donc ça correspond à tout un ensemble de propositions, de directives qui émanent de la Commission européenne et qui s'inscrivent dans le cadre plus général de ce qu'on appelle le pacte vert, en anglais le Green Deal, pour donc faire évoluer l'Union européenne vers un mode de développement plus durable, etc. Et donc c'est tout ce qui concerne en l'occurrence l'agriculture. Donc on va, ce que je vais faire dans cette présentation, c'est donc d'abord essayer de faire une espèce d'état des lieux de l'agriculture européenne pour rappeler quand même un certain nombre de choses, un certain nombre d'évolutions, et il y a eu beaucoup d'évolutions au cours des dernières décennies. Et puis mettre l'accent, évidemment, sur un certain nombre d'évolutions, on va dire, plutôt défavorables et auxquelles il conviendrait de remédier, et après voir justement si cette stratégie de la ferme à la fourchette, from farm to fork, a des chances d'abord d'aboutir. Alors vous savez qu'aujourd'hui on est dans un contexte un peu particulier et pas très favorable. Pas très favorable parce qu'avec la guerre en Ukraine, il y a eu une augmentation très importante des prix d'un certain nombre de matières premières agricoles et puis aussi des prix d'un certain nombre d'intrants agricoles, notamment les engrais, mais aussi les carburants, etc. Et ces choses-là, évidemment, ces contextes-là sont pas très favorables à des transformations, à des réformes, etc. Et puis, il y a cette fameuse inflation que tout le monde subit et qui est surtout de l'inflation actuellement, de l'inflation alimentaire. C'est-à-dire que ce sont surtout les prix des produits alimentaires qui ont énormément augmenté depuis 2 ou 3 ans. Évidemment, dans un contexte comme celui-là, eh bien, on est un peu réticent finalement à s'embarquer dans un certain nombre de transformations dont on pourrait craindre qu'elles aboutissent à des augmentations ultérieures des coûts de production et donc des prix. Donc c'est ça et on voit bien d'ailleurs qu'au niveau européen,
que ce soit au Parlement ou même au sein du Conseil européen, les propositions que la Commission a avancées ces derniers mois, eh bien, elles sont passées, mais souvent de manière très édulcorée. Et puis, un certain nombre ne sont même pas passés du tout au Parlement, et puis au Conseil non plus. Il y a beaucoup de gouvernements qui sont plutôt hostiles, et puis il y a des groupes de pression, et puis les agriculteurs eux-mêmes, hein, vous avez peut-être vu, c'était avant-hier, je crois, ou hier plutôt, cette manifestation un peu partout en France des agriculteurs qui ont inversé les panneaux des entrées de ville en disant on marche sur la tête, etc., etc. Et donc, on voit bien que la profession agricole elle-même est extrêmement à fleur de peau, hein, parce qu'elle a le sentiment qu'on lui fait subir un certain nombre de transformations, qu'on lui donne des injonctions contradictoires. C'est pour ça qu'ils disent marcher sur la tête. Et on voit bien que derrière tout ça, c'est aussi l'absence de vision vers où on va, qu'est-ce qu'on veut comme modèle, etc. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que, je crois que je l'avais déjà dit l'an dernier, mais je le répète, nous sommes ce que nous mangeons. Et donc, c'est vraiment l'alimentation, c'est quelque chose d'absolument vital, essentiel. Et la qualité de l'alimentation et la qualité aussi de l'environnement, parce qu'on va voir que tout ça est lié, tout ça est très important. Et actuellement, on peut le dire, le secteur agricole et agroalimentaire est plutôt a plutôt des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. Hein. Donc c'est ça l'idée. Hein. Alors évidemment, donc voilà, j'en ai parlé. Ouais, je vais faire quand même une espèce de petit clin d'œil sur quelques penseurs du passé qui ont commencé à défricher cette question-là. Le plus connu, je crois, j'en ai déjà parlé, c'est Malthus. Malthus, évidemment, c'est la fin du XVIIIe siècle. Et Malthus, eh bien, c'est celui qui vraiment peut-être le premier dans l'histoire de la pensée, a mis l'accent sur cette question en disant, après tout, les ressources naturelles de la planète sont limitées. Et la croissance de la population, la croissance du niveau de vie, etc., tout ça risque d'aboutir à une situation où on va buter sur ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle aujourd'hui les limites planétaires, c'est-à-dire que on demande trop finalement à notre environnement. Et Malthus avait cette formule qui est dans son livre, qui est il n'y aura pas de place pour tout le monde au grand banquet de la nature, ce qui est quand même un peu brutal comme formule, mais qui résume bien finalement le message qu'il voulait faire passer, donc un message plutôt pessimiste. Hein. Et évidemment, Malthus, c'était quand même il y a plus de 2 siècles, et on a un petit peu oublié tout ça parce que finalement, on a eu des évolutions qui étaient finalement qui contredisait plus ou moins ce que Malthus avait prévu. Hein. La population mondiale a augmenté, on est maintenant 8 milliards d'habitants sur Terre, et puis le niveau de vie moyen est plutôt augmenté, et quant aux ressources alimentaires, elles ont beaucoup augmenté au point que si on regarde par exemple la quantité de calories absorbées par habitant dans le monde aujourd'hui, non seulement elle est suffisante dans la plupart des régions du monde, mais elle est même excessive, on va le voir, dans un très grand nombre de régions du monde. Donc, alors pourquoi ? Alors donc Malthus, voilà, c'est un point de départ. Alors je voulais aussi citer 2 autres auteurs qui ont été pour moi des sources d'inspiration et que vous connaissez peut-être. L'un, c'est Henri Mandras. Mandras était un sociologue qui est décédé il y a quelques années déjà, mais qui avait écrit un livre qui d'ailleurs partait d'un travail de terrain dans la plaine de Naï, hein, donc c'est vraiment d'ici qu'il a travaillé. Et ce livre s'appelle La fin des paysans, ça a été publié dans les années 60, donc c'est intéressant de voir que dès cette période, certains penseurs commençaient à
à mettre en garde contre un certain nombre d'évolutions de l'agriculture qu'on peut appeler l'industrialisation de l'agriculture. Donc Mandra, c'est intéressant. Et c'est intéressant, un autre titre, c'est que quelques années plus tard, il a écrit un autre livre que je vous recommande vraiment, qui s'appelle « Voyage au pays de l'utopie rustique ». C'est une espèce de dystopie dans laquelle il imagine un futur indéfini dans lequel la France serait en quelque sorte coupée en deux. Vous auriez une partie au nord et au nord-est qui serait plutôt industrielle, urbaine, etc. Et tout le sud-ouest de la France serait devenu une espèce de paradis terrestre de l'agroécologie, etc., etc. Et c'est vraiment un livre publié en 79, hein, donc il y a bien longtemps, et qui est vraiment d'une intelligence incroyable. Et donc voilà. Et puis, puisqu'il est mort il y a quelques jours, le roi Ladurie, évidemment, qui est Emmanuel le roi Ladurie, qui a beaucoup écrit sur l'histoire des paysans, de la paysannerie française, etc., etc. Donc tout ça, voilà. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, donc, c'est au fond mettre l'accent sur les évolutions de l'agriculture en France et en Europe et du secteur agroalimentaire, parce que donc depuis ce qu'on appelle la seconde révolution agricole qui a eu lieu, qui a commencé aux États-Unis, disons fin 19e, début 20e siècle, et qui est caractérisée par la mécanisation, la chimie et l'intégration de l'agriculture dans des chaînes de valeur assez longues, c'est-à-dire le fait que depuis déjà quelques décennies, nous ne consommons pas des produits agricoles, mais des produits plus ou moins transformés, de l'agroalimentaire. Et donc il y a une distance extrêmement grande entre le producteur agricole et le consommateur final. Ce qui fait aussi d'ailleurs que le consommateur final aujourd'hui n'a pas une conscience très claire ni de ce qu'il mange, ni de la manière dont est produit ce qu'il mange. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais revenir à la fin parce que c'est très important, je crois. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est d'abord commencer par une espèce de photographie de ce qu'on appelle parfois alors j'ai mis la ferme Europe parce qu'en France on dit souvent la ferme France, donc, mais tout ça s'inscrit évidemment dans le contexte européen. La politique agricole, c'est la fameuse politique agricole commune qui est européenne, donc c'est pas la France toute seule, c'est la France dans l'Europe. Et puis je vais essayer de mettre en évidence ce qu'une étude récente publiée par la FAO il y a 3 semaines appelle les coûts cachés de l'alimentation. Et ça, c'est, je pense, une façon intéressante de réfléchir au modèle agroalimentaire qui est le nôtre, d'essayer de mettre en évidence justement quels sont ces coûts cachés, ces coûts qui ne sont pas finalement pris en compte dans les décisions, les politiques publiques, mais aussi dans les décisions privées des différents intervenants, des producteurs, mais aussi des consommateurs. Alors, voilà, je vais avancer un peu là-dessus. Donc, d'abord donner quelques ordres de grandeur, parce que c'est quand même important de situer ce secteur et son poids économique dans un contexte plus général. Et donc, vous voyez que quand on regarde à quoi correspond la valeur de la production agricole en Europe, c'est quand même pas mal d'argent, évidemment. L'agriculture européenne, c'est une des plus performantes du monde. Et donc, ça représente quelques centaines de milliards. Mais quand on compare ça avec le PIB, c'est-à-dire la mesure habituelle de l'activité économique, on voit que le secteur agricole, c'est très, très petit. Et encore, c'est en comptant, donc ce secteur agricole inclut en fait la sylviculture et la pêche. Donc c'est pas seulement l'agriculture, mais c'est tout cet ensemble-là. Alors pendant des millénaires, quand même, l'agriculture a été la principale activité agricole, la principale activité économique, pardon. Et ce que je voulais souligner aussi, parce que ça c'est important, c'est que pendant des millénaires, l'agriculture a fourni pratiquement tout. Et quand je dis tout, je veux dire pas seulement l'alimentation, mais aussi le vêtement et aussi l'énergie. Pendant des millénaires, l'énergie, ça a été des animaux de trait, et les animaux de trait, il fallait bien les nourrir et les élever. Et donc l'agriculture, elle fournissait tout ça. Et au cours du dernier siècle, on a vu l'agriculture peu à peu se spécialiser dans la seule production d'alimentation, ou presque la seule. Il y a encore évidemment des productions de fibres textiles, mais ça représente une part quand même
assez infime dans nos pays de la production agricole. Alors que si vous regardez la situation il y a 2 ou 3 siècles, évidemment, on produisait du chanvre, du lin, de la laine, etc. Tous les vêtements étaient faits de fibres issues de l'agriculture. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et dans l'énergie, évidemment, plus du tout. C'est le contraire. C'est-à-dire l'agriculture, qui était finalement un secteur qui fournissait de l'énergie aux autres secteurs, par l'intermédiaire justement des animaux de trait, et puis dans l'armée, avec les chevaux, etc., le transport, enfin dans tous les secteurs, est devenu plutôt un secteur qui utilise de l'énergie provenant d'autres choses, en l'occurrence des énergies fossiles. Bon, donc ça c'est important. Alors, donc, toute petite part dans le PIB, et dans l'emploi aussi, assez petite. Vous voyez, en France, par exemple, 2,5% du PIB, ça représente 700 000 personnes. C'est pas tout à fait de l'emploi, pardon, c'est pas tout à fait négligeable, mais c'est pas beaucoup. Et puis, si on regarde quelle est la part des dépenses d'alimentation, cette fois, non pas l'agriculture, mais l'alimentation, vous voyez que ça représente un budget comme une part importante du budget. En moyenne, c'est 17% dans l'Union européenne, mais il y a évidemment de très grosses différences selon les niveaux de vie. Comme on le sait, les personnes ayant des revenus modestes consacrent une part beaucoup plus importante de leur budget à l'alimentation que les personnes ayant des revenus élevés. Et alors ensuite, quelque chose de quand même tout à fait frappant, c'est que quand on regarde quelle est la part que représente la valeur ajoutée agricole dans la dépense alimentaire des ménages, eh bien on voit que c'est minuscule. En fait, c'est minuscule, c'est seulement 6,5%. Donc ça veut dire que vraiment l'essentiel du prix que vous payez pour votre alimentation, ça vient ce sont des coûts qui ne sont pas d'origine agricole, qui sont en amont pour l'essentiel, c'est-à-dire le transport, le conditionnement, la transformation, la réfrigération, la grande distribution, etc., etc. Et donc ça c'est important aussi d'avoir ça en tête, parce que ça veut dire que si jamais on s'orientait vers des modèles agricoles dans lesquels les coûts de production agricole sont un peu plus élevés, ça n'aurait pas forcément beaucoup d'incidence sur le prix final des produits d'alimentation qu'on achète. On a tendance souvent, quand on écoute les médias par exemple, on vous dit souvent, oui, l'inflation, c'est dû au fait que les prix des produits agricoles ont beaucoup augmenté. Quand vous regardez la part que représente le prix de la matière première dans ce que vous consommez, vous verrez qu'en général, c'est très peu. Quand vous achetez un yaourt, il y a combien de lait dans le prix du yaourt ? Pas grand-chose, en fait. Vous payez surtout le pétrole, en fait. Puisque, en fait, vous payez la collecte du lait, le plastique du pot de yaourt, le transport, la réfrigération, etc. Tout ça, c'est du pétrole, bien sûr. Et, donc, très peu de lait, en fait. Etc., etc. Donc ça, c'est important. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de noter en passant qu'on importe de plus en plus pour notre alimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez par exemple la balance des échanges extérieurs de la France en produits agricoles, eh bien, vous voyez que la France importe autant de produits agricoles qu'elle en exporte. Donc, il y a encore 10 ou 15 ans, on était très largement excédentaire là-dedans, et maintenant, on ne l'est plus. Et de la même façon, quand vous regardez les produits alimentaires, cette fois, donc les produits de l'industrie agroalimentaire, vous voyez que la France a eu pendant quelques années un très gros excédent de ses échanges avec le reste du monde là-dessus, mais que cet excédent, depuis des années, est en train de fondre et qu'on importe de plus en plus de produits transformés d'ailleurs que de France. Donc il y a aussi cette question, évidemment, de la consommation locale, etc., sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors, donc, si on regarde justement les échanges, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'échanges, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais vous voyez, des échanges agricoles qui représentent quand même pas mal dans les échanges de l'Union européenne, des échanges alimentaires qui représentent énormément, 140 milliards, mais quand vous regardez quels sont les pays qui exportent le plus de produits alimentaires, ce n'est pas la France. Vous voyez que la France n'arrive qu'en 4e position, en fait, parmi les pays européens. L'Allemagne exporte beaucoup plus, l'Espagne aussi, et l'Italie aussi. Donc ça, c'est un peu étrange, parce que
quand vous regardez la géographie, tout simplement une carte, bah, vous vous dites quand même la France, c'est le plus grand, le plus étendu des pays de l'Union européenne. C'est aussi c'est le pays qui a la plus grande superficie, ce qu'on appelle SAU, superficie agricole utile. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que la fameuse ferme France, dont je parlais tout à l'heure, soit la plus exportatrice de toutes les fermes européennes, mais non. Bah, en fait, non, de moins en moins, là aussi. Donc, le message que j'essaie de faire passer ici, c'est d'essayer de déconstruire une espèce de discours qui est assez dominant en France sur le fait que, voilà, nous sommes les champions de l'agriculture, la ferme France a nourri le monde entier, etc., etc. Ben non, non. Ça l'a été peut-être il y a 20 ou 30 ans, ça ne l'est plus et ça l'est de moins en moins. Par ailleurs, alors qu'est-ce qu'on exporte? Ben, j'ai mis ici, on exporte surtout des vins et des produits animaux, l'Europe, hein, pas seulement la France. Et qu'est-ce qu'on importe? Ben, du café, ben, c'est normal, hein, le café, c'est pas étonnant. En revanche, du soja, beaucoup de soja, et même en fait plus de soja que de café. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait avec le soja? Ben, vous le savez, hein, le soja, c'est les protéines végétales qui servent à l'élevage. Hein. Et donc, on voit là déjà une des grosses faiblesses du modèle agricole européen tel qu'il a évolué ces dernières années, c'est que c'est un modèle dans lequel on mise beaucoup sur la production de produits animaux, mais dans le même temps, on ne produit pas assez de protéines végétales pour l'élevage. Hein. Et donc, on est obligé d'importer énormément. La deuxième chose qu'on importe énormément, eh bien, ce sont les engrais. Hein. Et les engrais qui ne sont pas comptés, évidemment, dans les échanges agricoles, hein, puisque ça, c'est autre chose, c'est dans un autre secteur. Mais quand on regarde ce que ça représente, vous voyez que c'est quand même assez considérable. Les seuls engrais azotés, par exemple, représentent, importés, donc c'est 16 milliards en 2022, c'est-à-dire c'est plus que les exportations de produits alimentaires de la France. Alors c'est pour l'ensemble de l'Europe, mais ça montre aussi le degré de dépendance finalement du système agricole européen par rapport au reste du monde, hein, en l'occurrence. Alors, donc, voilà. Alors, quelques éléments aussi sur la France plus particulièrement et sur la structure de l'agriculture française. La première chose qu'il faut souligner, évidemment, c'est le mouvement de concentration extraordinaire du secteur agricole en France. Alors ici, je rappelle des chiffres qui sont quand même très spectaculaires. Hein. On avait 5 millions d'exploitations agricoles en 1950 en France, 1,5 million en 1970, il en reste moins de 400 000 aujourd'hui. Donc vous voyez que là, on a quelque chose d'absolument massif en termes de changement de structure et changement d'échelle des exploitations. La taille moyenne des exploitations est passée en 50 ans de 19 hectares à 59 hectares. C'est-à-dire 59 hectares. Donc ça a augmenté de façon phénoménale. Évidemment, ça dépend des régions, ça dépend du type de production. C'est pas la même chose dans la viticulture que dans la céréaliculture, etc., etc. Mais en moyenne, quand même, l'augmentation est très spectaculaire. Et enfin, la dernière chose... Donc, il y a aussi un mouvement de concentration dans les autres pays européens, et plus fort, d'ailleurs, dans un certain nombre de pays européens qu'en France. Donc, j'ai pris la France parce qu'on est en France, mais si on regardait dans d'autres pays, ce serait pire. Et ce mouvement de concentration s'est accompagné d'une spécialisation régionale de plus en plus poussée. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui est peut-être plus récent encore que les autres évolutions. Ça tient notamment à une politique agricole, un élément de la politique agricole que certains d'entre vous ont peut-être en tête, qui est la fin des quotas laitiers. Hein. La fin des quotas laitiers, c'est 2015, donc c'est relativement récent, et le fait d'avoir aboli ce système de quotas laitiers a conduit en fait à l'abandon de l'élevage laitier dans presque toutes les régions, sauf 2 ou 3 régions qui se sont spécialisées là-dedans. Hein. Et donc, ça a eu un effet absolument énorme sur la manière dont se répartissent les activités agricoles sur le territoire. Et on le verra d'ailleurs aussi sur le cheptel bovin, hein, parce que le cheptel bovin s'effondre littéralement. Et tout ça, donc, conduit à un modèle de plus en plus intensif, hein,
et un modèle aussi où les exploitations agricoles elles-mêmes sont devenues de plus en plus spécialisées et de plus en plus interdépendantes. Il suffit de regarder ce qui se passe dans l'élevage du canard, par exemple, mais on pourrait donner d'autres exemples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque exploitation qui participe à l'élevage du canard va avoir les animaux à un certain stade de leur vie, par exemple entre un jour et donc il va y avoir un naisseur avant, et puis après quelqu'un qui va l'élever pendant 2 mois, puis un autre qui va l'élever pendant 2 mois, puis un autre qui va le gaver, et puis etc., etc. Et tout ça aboutit aussi évidemment à des transports d'animaux vivants dans tous les sens, et ça, malheureusement aussi, ça contribue à disperser les agents pathogènes, on l'a vu avec la grippe aviaire notamment. Donc c'est un modèle qui a en même temps beaucoup de faiblesses, on le voit bien, mais qui est encore le modèle qui est encouragé dans ce secteur. Donc l'intensification, c'est important. Alors, ici, je donne quelques indications. Vous voyez que, par exemple, ici, vous avez des données sur l'évolution du cheptel bovin dans un certain nombre de pays européens. Et on voit que le nombre de bovins diminue, mais d'une façon très, très spectaculaire. En France, c'est vraiment une très grosse diminution. Vous voyez qu'on est passé de presque de 2,3 millions, de 23 millions, à peu près 17 millions. Donc ça se voit beaucoup. Ça se voit beaucoup. La France était couverte par les vaches il y a 50 ans. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup dans les champs. Dans certaines régions, il en reste un peu. Même chose en Allemagne, etc. Donc, vous voyez que c'est pas propre à la France, tout ça, évidemment. Alors, on y reviendra tout à l'heure, évidemment. On pourrait se dire, c'est une bonne nouvelle, puisqu'après tout, les vaches, ça émet du méthane. Donc, moins on a de vaches, moins on contribue à l'effet de serre. Bon, je reviendrai là-dessus, parce que c'est pas si simple, malheureusement. C'est compliqué, l'agriculture. C'est compliqué, pourquoi ? Parce qu'en même temps, on a besoin de vaches pour entretenir les paysages. Si on veut des prairies et si on veut que les prairies absorbent du carbone, il faut bien qu'il y ait des animaux pour brouter les prairies. Voyez. Et donc, on ne peut pas se dire, on se débarrasse des vaches et puis tous les problèmes vont être résolus. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, dernière chose sur les évolutions, quelques données sur ce qu'on appelle la démographie agricole. Comme vous le savez, en France, plus de la moitié des exploitants agricoles ont plus de 50 ans. Alors bon, 50 ans, c'est jeune, on est d'accord. Mais quand même, ça va vers le vieux, quand même. Et puis, vous voyez, le nombre d'installations chaque année, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Pour 400 000 exploitations, vous voyez qu'on n'est pas... Il y en a très peu, finalement. En plus, ils ne sont pas tous jeunes, contrairement à ce qu'on pense. On dit parfois les jeunes agriculteurs en disant ceux qui s'installent, mais parmi ceux qui s'installent, il y en a qui ne sont pas jeunes non plus. Et puis, si on regarde les revenus, alors, si on regarde le revenu moyen, on se dit, finalement, ça paye pas mal l'agriculture. 42 000 euros par exploitation. Bon, mais il ne faut pas oublier que souvent, il y a plusieurs personnes qui vivent sur l'exploitation, pas seulement une. Donc, si vous divisez ça par le nombre de personnes qui y travaillent, ça fait quand même moins. Et vous voyez que sur les 42 000 euros, il y a quand même 32 000 qui viennent des aides directes. Donc finalement, en moyenne, l'activité agricole en soi, ça rapporte pas grand-chose. Et je signale aussi, bien sûr, que quand on regarde la répartition des revenus par exploitation, on s'aperçoit que dans les exploitations qui dégagent les revenus les plus faibles, c'est-à-dire les 25% d'exploitations les moins rentables en termes purement de revenus, vous voyez que le revenu moyen par unité de travail, c'est 8 400 euros par mois, c'est-à-dire vraiment par an, pardon, c'est-à-dire très 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 peu. Bon, et ça tout le monde le sait, mais c'est bon de le rappeler quand même. Alors, les conséquences maintenant du fonctionnement de ce modèle, je vais simplement en mettre quelques-unes en exergue, mais il y en a beaucoup bien sûr. Mais disons que je me concentre délibérément sur des conséquences négatives. Alors d'abord des conséquences négatives sur l'environnement naturel. Et la première, évidemment, et on y pense puisque, comme vous savez, la COP28 s'est ouverte hier à Dubaï, donc commençons par les conséquences sur le climat. Le secteur agricole est un secteur très émetteur de gaz à effet de serre, donc je l'ai dit tout à l'heure, le méthane des ruminants, et puis aussi, et on l'oublie souvent, le protoxyde d'azote qui est dégagé par les engrais azotés.
hein. Et donc, plus on met d'engrais azotés, plus il y a de protoxyde d'azote. Et je rappelle quand même incidemment que le protoxyde d'azote a un pouvoir réchauffant qui est égal à plus de 300 fois le pouvoir réchauffant du CO2. Donc, émettre 1 tonne de protoxyde d'azote dans l'atmosphère, c'est équivalent, en termes de réchauffement, à émettre 310 tonnes de protoxyde d'azote, de CO2, pardon. Donc, c'est pas du tout négligeable. Et en France, par exemple, eh bien, l'agriculture représente presque 20% des émissions de gaz à effet de serre, hein, ce qui est beaucoup, hein, évidemment. Et vous voyez que les émissions de gaz à effet de serre en Europe, les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, elles ont beaucoup baissé au début des années 90. Alors c'est un peu un artefact, évidemment, puisqu'au début des années 90, c'est le moment où on a fait rentrer dans l'Union européenne, enfin c'est plutôt des pays qui sont rentrés dans l'Union européenne depuis, mais qui étaient dans le bloc soviétique auparavant. Et donc, évidemment, cette baisse que vous voyez entre 90 et 95, elle correspond à la transformation après la chute du mur de Berlin et après la chute de l'Union soviétique des économies d'Europe centrale et orientale. Et si on se concentre sur la seule Europe occidentale, il n'y a pas eu de baisse pratiquement. Et vous voyez que depuis, ça baisse pratiquement plus. Ça baisse un peu, mais très peu en fait, hein. Donc ça, c'est un problème. Par ailleurs, alors des environnements aussi, des conséquences. Donc ici, j'énumère un certain nombre de choses. L'eau, évidemment, hein, tout le monde est sensible à ça depuis quelques étés. On voit bien que la question de la disponibilité de l'eau et puis du stockage de l'eau avec les méga-bassines et donc toutes ces choses-là. Et donc, il ne faut pas oublier que non seulement l'eau, l'agriculture absorbe une partie importante. Par exemple, en France, vous le voyez, c'est quand même une partie très importante de ce qui est consommé, mais surtout, l'agriculture a besoin d'eau précisément au moment où il n'y en a pas. Parce que sinon, on pourrait se dire, ok, mais c'est, par exemple, en ce moment, s'il en avait besoin, on lui dirait, ok, il n'y a pas de problème, il y en a. Mais non, on a besoin d'eau au mois de juillet, au mois d'août, c'est-à-dire précisément dans les périodes où on n'en a pas. Et d'où l'idée de certains de dire, on va faire des méga-bassines, comme ça on va stocker l'eau qui est en trop en hiver pour pouvoir l'utiliser en été. Sauf que c'est pas si simple que ça, malheureusement, mais on pourra y revenir dans la discussion si vous voulez. Donc de l'eau, bien sûr, les engrais. Je cite un chiffre de la Banque mondiale qui dit que la quantité d'engrais chimiques a doublé, plus que doublé au niveau mondial entre 1975 et 2020, et puis les pesticides, évidemment, on en a encore beaucoup parlé ces derniers jours avec la réautorisation du glyphosate dans l'Union européenne pour 10 ans, mais c'est le cas pour la France en particulier. La France est le plus gros producteur et en tout cas le plus gros marché de pesticides dans l'Union européenne, et ça ne baisse pas véritablement. Alors, vous voyez par exemple qu'ici, vous avez la consommation d'engrais inorganiques, c'est-à-dire chimiques, dans les différents pays de l'Union européenne. Et on voit bien que ça ne baisse pas tellement, hein. Dans le cas de l'Allemagne, ça baisse un peu depuis une dizaine d'années, mais les autres pays, il n'y a pas tellement de baisse, en fait. Par ailleurs, l'autre aspect qu'il faut souligner, c'est l'impact de l'agriculture et de ce modèle agricole sur la biodiversité. Alors ici, j'ai pris un seul indicateur de biodiversité qui est les populations d'oiseaux communs des champs, hein, qui est un indicateur assez facile à suivre en fait. Et là, vous voyez que l'effondrement est spectaculaire, hein, puisque en fait, dans le cas de la France, par exemple, vous voyez que c'est un indice, hein, un indice 100, donc 100 en 2000, donc ça veut dire qu'en 2020, il y a 2 fois moins d'oiseaux des champs en France qu'il n'y en avait en 90. C'est-à-dire en 30 ans, la population d'oiseaux communs des champs a été divisée par 2. Hein. Et 30 ans, c'est très court, évidemment. Hein. Et dans les autres pays, c'est un peu similaire, peut-être un tout petit peu moins brutal que dans le cas de la France. Si on prenait toutes les études, si je n'ai pas le temps de citer toutes les études qui montrent que c'est la même chose pour les populations d'insectes, etc. Tout le monde connaît ces fameuses... tout le monde a constater, si vous avez un certain âge, que quand vous prenez votre voiture et que vous roulez pendant plusieurs kilomètres, eh bien aujourd'hui, il n'y a pas eu un insecte sur le pare-brise, alors qu'il y a 30 ou 40 ans, il fallait nettoyer les pare-brises assez régulièrement parce qu'on finissait par plus y voir tellement il y avait d'insectes écrasés sur les pare-brises. Donc ça, c'est le signe qu'il n'y a plus d'insectes, tout simplement. Donc, et
et c'est catastrophique parce qu'évidemment, s'il n'y a plus d'insectes, eh bien, il ne va plus y avoir d'oiseaux, et il ne va plus y avoir de batraciens, il ne va plus y avoir de chauves-souris, etc., etc. Donc, vous voyez que tout ça, c'est le problème aussi des chênes. Et on voit bien que sur la biodiversité, les choses sont complexes. Et c'est pour ça que c'est compliqué de mettre en place des politiques intelligentes. Hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué, finalement, que le climat. Au fond, le climat, on se dit, bon, bah, il suffit de réduire nos émissions de CO2, quoi. Hein, et donc, si on arrive... Alors, on me dirait, c'est pas si simple. Hein, je suis pas en train de dire qu'on va faire ça en claquant des doigts. Mais au moins, on a un indicateur assez simple, qui est, si on aimait plus, c'est mal. Si on aimait moins, c'est bien. Bon. Tandis que pour la biodiversité, vous voyez que bon, les choses sont moins simples parce que tout est interconnecté, interdépendant, il y a des chaînes alimentaires, etc. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, avant-dernière chose, avant-dernier constat, mais évidemment, les effets nocifs de ce modèle agricole sur le bien-être animal, alors là, je n'ai pas besoin de développer, il y a eu suffisamment de choses ces dernières années, mais c'est vrai que l'élevage intensif a des effets catastrophiques sur le bien-être animal, hein, tout le monde le sait. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce modèle-là, il aboutit à transporter énormément les animaux vivants. Hein, énormément. On les balade un peu partout en France, en Europe, on en envoie au Maroc, on en envoie dans des bateaux, etc., etc. Et c'est dans des conditions absolument horribles. Hein. Et ça, évidemment, je pense que de plus en plus de gens en ont conscience et que de plus en plus de gens réprouvent cette manière dont on traite les animaux, mais néanmoins, on continue à le faire à une échelle absolument gigantesque. Et les réglementations européennes qui ont été mises en place pour essayer de limiter ces atteintes au bien-être animal, elles sont ridicules, dérisoires. C'est-à-dire, on dit, ah bah oui, mais il faut leur donner à boire au moins une fois tous les 24 heures, ou bien des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire, on dit, bah, si on vous traitait comme ça, c'est pas ça que vous appelleriez une amélioration du bien-être, hein, je pense pas. Enfin bon. Et pour les poules, comme vous savez, c'est pareil. On dit, bon, on va augmenter la surface disponible pour chaque poule, ça va être une feuille à 4 au lieu d'être une demi-feuille à 4. Vous dites, ouais. La belle affaire, bon, etc. Et puis enfin, sur la santé humaine, il ne faut pas oublier donc les effets négatifs sur la santé humaine. Alors donc les indicateurs comme par exemple la prévalence de l'obésité, à la fois dans le monde et aussi dans les pays européens. Donc ce graphique est quand même très spectaculaire, qui montre que en l'espace d'une quarantaine d'années, le pourcentage d'obèses dans la population de chacun des pays européens, puisqu'ici ils sont tous représentés, a augmenté, mais alors d'une façon vertigineuse. Hein. Et c'est le cas aussi au niveau mondial. Donc ça aussi, alors évidemment, l'obésité, ça a des causes multiples. Je ne suis pas en train de dire que c'est seulement l'alimentation, mais c'est le mode de vie en général, et notamment l'alimentation qui y contribue. Donc voilà. Alors, et puis, dernier constat, avant de passer justement à quoi faire et quelle stratégie. Dernier constat, bah oui, toujours sur la santé humaine. Les études récentes, il y a plusieurs travaux qui ont été publiés ces derniers mois, qui montrent par exemple qu'en Europe, on absorbe à peu près en moyenne 3000 calories par jour, alors que la quantité recommandée par les diététiciens, c'est 2500 pour un homme et 2000 pour une femme. Donc vous voyez qu'on est un petit peu au-dessus quand même. Et puis, surtout, on absorbe des doses excessives de tout. Hein, vous voyez, apport excessif de sucre, apport excessif de sel, apport excessif de lipides et apport excessif de protéines. On mange en moyenne 80% de protéines par jour, 80% de trop par rapport à ce qui est recommandé comme apport de protéines quotidien. Hein. Donc on pourrait presque diviser par 2 nos apports de protéines quotidiens, tout en restant en bonne santé. Hein. Donc ça, c'est important. Alors pourquoi j'insiste sur les protéines ? Parce que c'est les produits animaux. On mange surtout des protéines animales, et la part des produits animaux dans la consommation, pas seulement la viande, hein, mais tous les produits animaux, elle ne fait qu'augmenter, hein, et continue à augmenter. La viande, ça s'est stabilisé, ça baisse plus, mais les autres produits animaux, c'était les produits laitiers, les œufs, les fromages et toutes ces choses-là, eh bien, on en consomme de plus en plus. Hein. Et donc, ça, c'est un problème. Alors après, bon, je parle aussi du diabète, etc. Et je signale donc dans les coûts cachés
que, évidemment, comme vous le savez peut-être, les dépenses de ce qu'on appelle les ALD, c'est-à-dire les affections de longue durée, qui sont essentiellement en France diabète et pathologie cardiovasculaire, eh bien, ça représente 100 milliards d'euros par an pour l'assurance maladie en France seulement. Donc, ça fait partie des coûts cachés, évidemment, de notre mode de vie et notamment de notre alimentation. Alors, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette fameuse stratégie européenne, et est-ce qu'on peut espérer, puisqu'après tout, ici on est là pour parler des raisons d'espérer, donc je vous ai brossé un tableau pas très flatteur, on va dire, du secteur agroalimentaire européen, et donc, bon, est-ce qu'on peut espérer améliorer tout ça, hein? Alors, si on regarde cette stratégie qu'on appelle de la ferme à la fourchette, c'est un énorme ensemble de textes législatifs, de directives qui ont été élaborés par la Commission européenne. Sur ces 70 directives ou projets de directives qui concernent presque tous les aspects du modèle agricole et agroalimentaire, c'est-à-dire par exemple des objectifs en termes d'augmentation de la surface en agriculture biologique, passer de... Je ne sais plus si je voulais montrer celui-là, mais enfin, je vais peut-être passer un peu vite, mais c'était sur... Bon, peu importe. Donc, la part de l'agriculture biologique dans les surfaces agricoles des différents pays qui augmente, mais très faiblement. Et comme vous le savez, depuis 2 ans, avec l'inflation, etc., les produits biologiques trouvent de moins en moins de débouchés. Un certain nombre de consommateurs s'en détournent à cause des prix. Et donc, une augmentation de la part de la surface jusqu'à 30% de la surface, alors qu'actuellement, en France, on est à 10%, donc on est très très loin. Réensauvagement d'une partie du territoire européen en mettant des zones protégées dans parcs naturels, sans agriculture, sans rien. Réduction du nombre, de la quantité de pesticides, de la quantité d'engrais chimiques, etc., etc. Donc, énormément d'objectifs dans tous les domaines, très ambitieux, mais d'une part, il y a à peu près la moitié des textes, même pas, qui a été pour l'instant adopté par le Parlement et qui n'est pas encore passé au Conseil. Donc ça veut dire que les gouvernements peuvent encore s'opposer à ces textes. Ils ne sont pas encore complètement adoptés. Et puis surtout, on voit que dans les discussions parlementaires, certains d'entre vous ont peut-être suivi les discussions parlementaires sur un certain nombre de ces textes au niveau de Strasbourg, du Parlement européen. En fait, la version qui est finalement votée par le Parlement européen est généralement une version complètement édulcorée de ce qu'avait proposé la Commission européenne. Et quant à la Commission européenne elle-même, eh bien, elle a renoncé à proposer les 40 textes qui restent et qui devaient passer dans les prochains mois. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans 6 mois, comme vous le savez, dans 7 mois plutôt, il y a des élections européennes, que Madame van der Leyen aimerait bien repiquer comme présidente de la Commission européenne, que pour ça, elle a besoin de l'appui des partis, notamment de son propre parti, c'est-à-dire du PPE, du Parti populaire européen, et que le Parti populaire européen a pris parti contre ces directives en disant que ce serait une catastrophe pour le modèle européen et que ça menacerait l'autosuffisance alimentaire de l'Europe, etc. Donc on est assez mal parti, et d'autant plus que, comme je le signale ici, en parallèle, vous l'avez tous vu la semaine dernière, la Commission européenne a réautorisé pour 10 ans l'un des principaux pesticides, qui est le glyphosate, dont dans le même temps, vous l'avez peut-être vu dans la presse, dans le même temps, une Française, mère d'un enfant né très, très handicapé, a obtenu des dédommagements pour son fils, et l'agence qui dédommage a reconnu que c'était l'exposition au glyphosate pendant la grossesse qui était à l'origine de ces malformations. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation assez schizophrénique où d'un côté on dit il faut le réautoriser, etc., mais d'un autre côté on reconnaît
que c'est la source de graves perturbations de la santé humaine. Hein. Et on le sait, il y a de plus en plus d'études qui montrent que notamment les agriculteurs, ceux qui sont les plus exposés à ces produits, souffrent de toutes sortes de pathologies dont on commence à reconnaître de plus en plus clairement qu'elles sont dues à leur exposition à ces produits. Hein. Donc tout ça nous mène... Alors oui, non, je ne l'avais pas encore montré du coup. Donc ici, vous avez la vente de pesticides et vous voyez que ça ne baisse pas tellement. Hein. Ça a baissé en Italie, mais ailleurs, ça continue. Ici, vous avez le pourcentage des surfaces en agriculture biologique. Bon, ça augmente, mais pas de manière très spectaculaire, à part en Italie, on va dire, où, bon, là, ils sont un peu plus avancés que les autres pays ici. Et alors, bon, terminons, puisqu'il me reste 2 minutes et demie, sur les raisons d'espérer quand même, hein, puisque je vais essayer d'en mettre. Alors, j'ai dit, bon, je vais commencer par dire pas vraiment, mais. Bon, donc il y en a quand même. Hein, il y en a quand même. Hein. Caroline, tout à l'heure, disait quand on est enseignant, on côtoie les jeunes. Quand on côtoie les jeunes, bah, évidemment, on a des raisons d'espérer, parce que les jeunes, on espère qu'ils ne feront pas les mêmes bêtises que nous. Et donc voilà, déjà, ça, c'est une bonne raison d'espérer. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça, hein? J'ai moins de 2 minutes pour vous le dire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, la première chose, c'est que je pense qu'il faut une stratégie globale. C'est-à-dire, il ne faut pas une stratégie des petits pas. Il ne faut pas une stratégie où on vise simplement le secteur agricole. Il faut une stratégie globale pour le secteur agricole et agroalimentaire. Hein. Et on voit bien, par exemple, la faiblesse de la stratégie actuelle avec le bio. Hein, parce que le bio, c'est typiquement un produit de niche. Hein. Et pourquoi c'est un produit de niche? Eh bien, parce qu'il n'y en a pas beaucoup et que tout le reste n'est pas bien. Vous voyez? Si vous avez un produit de qualité, mais en petite quantité, et puis un produit de mauvaise qualité en très grande quantité, eh ben vous allez avoir, au niveau de la grande distribution notamment, ce qu'on appelle en économie des politiques de discrimination tarifaire. Et ça, c'est ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'en fait, la grande distribution vend le bio beaucoup plus cher que ça coûte, fait des marges énormes dessus, parce qu'ils savent que les gens qui achètent du bio, eh ben, ils sont prêts à payer plus cher. Vous voyez? Mais pourquoi ça? Ben parce qu'il y a aussi le choix entre du bio et du pas bio. Hein. C'est ça le problème. S'il n'y avait que du bio, ben, la grande distribution ne pourrait pas faire ça. Hein. Elle ne pourrait pas faire de ce genre de discrimination. Donc, il faut essayer d'aller vers ce qu'on appelle de l'agroécologie, dans laquelle, finalement, tout ce qu'on produit est d'une qualité pour la santé humaine et pour l'environnement suffisamment élevée pour qu'il n'y ait pas justement... Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout doit être complètement uniforme, hein, je ne suis pas en train de dire ça, au contraire. Mais en tout cas, qu'il n'y ait pas... Et alors surtout qu'on n'encourage pas les choses qui sont nocives pour l'environnement et pour la santé humaine. Or aujourd'hui, ben, c'est ce qu'on fait. Vous voyez, je vais juste le dire en 2 mots. Là, dans les écoles, on fait de l'éducation au goût. Hein, on a des semaines du goût, par exemple. Mais si vous regardez ce que c'est la semaine du goût, c'est une escroquerie sans nom. C'est-à-dire, c'est un truc qui est sponsorisé par les industriels du sucre, en fait, et dans lesquels, en fait, le message qu'on va faire passer aux enfants, c'est manger du sucre. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle l'éducation au goût. Et c'est un désastre, évidemment. Et si vous regardez la publicité, c'est la même chose. Vous avez en gros des trucs qui sont très mauvais, etc., etc. Puis en tout petit, on vous met « mangez, bougez hein ». Ne mangez pas trop, ni sucré, ni trop salé. Mais en même temps, on vous montre un truc qui est très sucré, très salé, très gras, etc. Et en quantité phénoménale. Donc c'est ça qu'il faut attaquer. Alors, ma conclusion, puisqu'on est à 0, c'est bon, il faut manger moins de produits animaux. Et manger moins de produits animaux, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire cesser de manger des produits animaux, puisque, comme je l'ai dit, on a besoin de l'élevage. On en a besoin. Hein. On en a besoin pour entretenir les paysages, on en a besoin pour toutes sortes de raisons comme ça, et parce qu'on a envie que la France ressemble à la France et que l'Europe ressemble à l'Europe. Et donc, on a besoin de vaches, on a besoin de moutons, on a besoin de tout ça. Mais on n'a pas besoin d'élevage industriel de tout ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Et que si on réduit notre consommation de produits animaux, eh bien, on va pouvoir retourner à une agriculture, ce que j'appelle désintensifier l'agriculture, c'est-à-dire nourrir les animaux, non pas avec du soja importé du Brésil,
mais avec de l'herbe qui pousse dans les champs, avec des céréales qui poussent en France, etc., etc. Et donc, on aura un modèle qui est plus vertueux, à la fois pour l'environnement et pour la santé humaine, puisqu'on en mangera moins, mais des choses de meilleure qualité. Voilà, je vais m'arrêter là, merci.